全球新闻中国播报，各位观众大家好，欢迎收看这一时段的中国新闻。我们来看内容提要。韩朝签署9月平壤共同宣言，朝方决定永久废弃东昌。谁第一个告诉我们？哦，跟我无关哦，那个是外交部派的哦，对不对？我管不到他哦，我从这里那里还有500多公里哦。这个话等于放了第一个风向球，告诉全台湾的人，也向你的民进党跟你的那一群撩儿啊，放了一个信息。我来讲，要拍就拍那个啦，代表处来那个代办那个啦，大阪办事处。假若这一枪不是你打，当然所有的人是谈代表处嘛，谁会去谈大阪办事处？不认识苏启成，也不是咱们，也不会去谈他嘛。对，也不认识。第一个开枪的是谁？他的名字叫做谢长廷。今天你枪开完了，把人家变死了，然后呢，猫哭死耗子。你今天讲的话像人话吗？不，我现在第一个很简单，第二个这一枪开出去有没有效果？有啊，所有的媒体，包括立媒，尤其是立媒在内，还有的那一些谈话性节目的平台，所有的炮火对准的是哪一个人？对准的是谁？大阪。不是谢长廷呢，当然是大阪嘛，因为指挥已经告诉你，靶子在那里了。所以第二个遭到了排山倒海的压力，苏处长排山倒海是来自于谁？来自于你耶。第三个，请问谁讲要检讨的？请问谁说要好好的来惩处的？那个不是谢长廷讲的吗？开检讨会是你说啊，惩处是你说，然后传出了平等，一律打平等，不就这时候出来吗？苏处长的压力，我可以告诉各位，我们用人情事理来看，舆论这些压力大概不大，最多是不看而已嘛。对，我把电视关掉就是了嘛，我把网络关掉就是了，我不看嘛。这是我们很多人面到危机的时候常常的一个方法，不会有压力。最大的压力来自哪里？因为我们整个办事室要被检讨。大家好。Je veux dire bonjour à tous. Moi aussi, je vous remercie. Alors, je sais que ça fait un peu redondant, mais remercier n'est jamais de trop. Et c'est bien naturel. Et je remercie notamment Dominique de m'avoir permis de parler ici quelques instants et de discuter. Je vis en Chine, ça ne me donne pas une compétence particulière pour connaître ce pays. Ça me permet d'avoir quelques intuitions et de vous dire comment j'ai réfléchi et écrit ce livre. Je l'ai écrit non pas comme un sinologue parce que je n'ai pas la compétence de gens comme, je sais pas moi, Domnack. Mais quand j'écoute Domnack, quand j'ai eu la chance d'écouter Domnack à la télévision, je me suis dit que être sinologue n'était pas une garantie de... C'est pas celui-là que j'aurais cité en premier à titre personnel, mais enfin bon... Donc je vais parler de la façon dont j'ai compris ce livre ou conçu ce livre de manière obstinée. Là aussi, c'est pas une preuve, mais j'ai beaucoup bossé là-dessus et ça m'a intéressé de plus en plus. Voilà. Et la construction de ce bouquin s'est dégagée à la fin, si je puis dire, en 2 parties. Bien que j'ai travaillé les choses de manière approfondie, 2 grandes parties. La première partie, c'est l'observation de la Chine. Voilà. La Chine se développe. Et ça, c'est une chose qui est importante à connaître, je dirais indépendamment de toute réflexion sur son régime politique ou économique, elle se développe. Et en soi, c'est une révolution. Voilà. C'est une révolution que ce pays qui, en 1950, était parmi les plus pauvres du monde, mais aussi parmi les plus peuplés, soit aujourd'hui très peuplé, mais en même temps en développement.
quand vous allez, enfin, moi j'ai pas mal navigué, mais et ce sont des Chinois qui me disent ça. Ils disent oui, on dit que la Chine est sous-développée, mais quand même, ils disent quand nous allons ou quand je vais dans tel ou tel pays d'Afrique par exemple, je me rends compte qu'il y a des niveaux dans le sous-développement. La Chine est devenue un pays certes sous-développé par rapport à ses besoins, mais largement développé et à même de faire face à, aux impérialistes les plus embêtants, les plus redoutables, à commencer par l'américain. Elle figure aujourd'hui comme le contrepoids que l'Union soviétique représentait avant 1990 à l'égard des pays en voie de développement. Donc elle s'est, pourquoi ça? Parce qu'elle s'est développée économiquement, un développement réel qui est le contrepoint, la contradiction, la négation du mode de production dont elle est issue, plus exactement de la formation sociale asiatique dont elle est issue, mais je vais utiliser le terme de mode de production parce que c'est plus simple. Le mode de production asiatique, c'est un concept que vous connaissez, qui a été lancé par, je crois, par Marx principalement sur le marché, mais repris ces dernières années ou ces dernières décennies par des gens aussi prestigieux que Wittfogel, discuté par toute une série de personnes et qui a donné lieu à des débats très vifs. J'ai connu ça dans les années 60, notamment avec Godelier. Vous voyez, ça ne me rajeunit pas, mais c'était comme ça. Et puis, c'est un concept qui a totalement disparu. Il m'a semblé qu'il était impossible de comprendre ou d'étudier la Chine sans avoir une idée de ce mode de production asiatique et de comprendre que la modernisation de la Chine, c'est la négation du mode de production asiatique. Et au fond, ça paraît rationnel. Les Qing, les dynasties impériales, vivaient en plein dans ce mode de production, puis elles se sont rendues compte qu'elles recevaient la pilée de la part des pays occidentaux, de la Grande-Bretagne, de la France, et elles disaient mais il faut qu'on se modernise. Bien, elles n'ont pas pu se moderniser parce qu'elles étaient engluées dans le mode de production dont elles étaient l'expression. Sun Yat-sen, le républicain, a essayé de changer les choses, mais il n'est pas non plus parvenu à changer grand-chose, et c'est seul le Parti communiste chinois qui, à partir de 1949, a réussi un changement. Alors il y a deux étapes. La première étape est celle de Mao Tse-tung. Je pense que cette étape n'a pas produit un désert industriel, c'est pas ça, mais si la logique de ce régime s'était poursuivie, le développement actuel aurait mis peut-être 100-200 ans. Et donc, à un moment donné, les dirigeants de la Chine, Deng Xiaoping, se sont dit, sous la pression des masses populaires, il faut qu'on change. Voilà, il faut qu'on change parce qu'il n'est pas possible de poursuivre sur la lancée de Mao Tse-tung, Hua Guofeng, etc. C'est pas possible. Et donc, ils ont mis en place un nouveau mécanisme, une nouvelle société, une nouvelle organisation, et c'est elle d'ailleurs qui pose problème. Alors, ce développement réel, qui est la négation du mode de production asiatique, je donne une définition très sommaire du mode de production asiatique, mais c'est un pouvoir central très fort, mais en même temps beaucoup de petites communautés. Et c'est l'articulation de ce pouvoir central et de cette myriade de communautés qui forment ce qu'on appelle ce mode de production asiatique. Alors,
il repose sur la propriété collective ou étatique, hein, parce que c'est la propriété collective qui est donc le pouvoir central et propriétaire collectif, qui permet que chacun soit utilisateur de la terre. C'est une forme de socialisme, si on peut dire. C'est la propriété publique qui permet à chacun d'avoir une part de cette propriété. C'est un peu l'intérêt du mode de production asiatique, et en sorte que les contradictions n'ont pas fonctionné exactement de la même manière dans ce mode de production qu'elles ont fonctionné dans le mode de production occidental, disons, qui est issu du mode de production antique, celui qu'étudie Marx. Et la propriété n'a pas le même sens dans le mode de production que nous connaissons et dans le mode de production asiatique. Je dis un mot, la propriété privée dans nos contrées, c'est vraiment le cœur du cœur de la définition de l'individu. On est un individu, une personne, si on est propriétaire. En Chine, la propriété privée, ça n'a pas la même substance, la même symbolique, la même force. Ça n'est pas né dans les mêmes conditions. Ce qui compte, c'est quand même la propriété publique, la propriété collective, même si les Chinois adorent l'argent et adorent donc être propriétaires privés. Alors, je vais décliner très rapidement cette première partie de mon intervention en disant que le nouveau système s'est caractérisé par la restriction des naissances, c'est la politique de l'enfant unique, alors que le mode de production asiatique, c'était « faites des enfants autant que vous voulez ». Évidemment, il n'y avait pas de restriction de la population. S'il y avait beaucoup de monde, il fallait trouver de nouvelles terres pour les cultiver, et ça, c'est pas un problème. Et s'il y avait beaucoup de monde, on pouvait avoir beaucoup de soldats. Donc, le mode de production asiatique, c'est un mode de production fécond. Voilà. Le mode de production actuel en Chine, c'est restreignons les naissances. Donc, première opposition. Deuxième caractéristique, c'est le mode de production asiatique, c'est un mode de production rural. C'est l'agriculture. Le mode de la Chine, c'est l'industrie. La Chine est industrielle, la population paysanne n'occupe plus maintenant qu'une part restreinte de ce pays. La Chine actuelle, c'est l'ouverture sur le monde. Le mode de production asiatique, c'était l'empire du milieu. C'est-à-dire qu'on a trouvé ses bornes, on a trouvé ses limites, on n'a pas envie forcément d'explorer, il faut se défendre contre les barbares du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et c'est un empire du milieu. La Chine actuelle, c'est l'ouverture sur le monde, et je dirais que le mode de production asiatique, c'est la négation des marchands. Les mandarins, qui sont la structure importante au plan gouvernemental, administratif, de ce mode de production, haïssaient les marchands, parce qu'ils avaient l'intuition que les marchands donnaient une dynamique qu'ils ne pouvaient plus contrôler, et donc chaque fois qu'ils pouvaient leur couper la tête, ils le faisaient, alors que la Chine actuelle, c'est le marché, le développement du marché. Alors, quand on a décrit ça, et je pense que c'est un matériau tout à fait nécessaire, on ne fait pas exactement la même chose qu'à Glieta. Je ne pense pas du tout avoir fait de Glieta ou du Kuobei. J'espère bien. Non, je crois pas, même il faut comparer. Et on arrive à cette conclusion pratique. On se dit, mais puisque les Chinois se prétendent socialistes, comment résumer leur socialisme d'après ça? Et on se dit, et moi j'arrive à la conclusion que le socialisme chinois était vraiment antithétique du socialisme soviétique, du type soviétique. C'est un socialisme malthusien, c'est un socialisme dans lequel il est reconnu que l'agriculture ne finance pas l'industrie, hein,
alors que Staline a fait peser sur les masses paysannes le financement de l'industrie soviétique. Cela dit, on demande à l'agriculture de nourrir la population. Seulement, elle ne le peut pas. J'ai essayé de décrire les limites. Cette industrie, elle est extravertie. Voilà, j'ai essayé de comprendre ce paradoxe de la construction de la nation chinoise par extraversion du travail des Chinois. Voilà, c'est par l'ouverture sur le commerce dans le monde que les Chinois ont construit leur nation. Construisent leur nation. Et enfin, différence également profonde avec le modèle soviétique, c'est l'intervention des capitalistes. Voilà, il y a des capitalistes. Et je crois que, en conclusion de cette première partie, je dirais c'est ce qui pose problème, en général, à l'intelligentsia, aux intellectuels qui réfléchissent là-dessus. Ils se disent, mais c'est différent du système soviétique, donc si on pense que le socialisme, c'est le socialisme de type soviétique, alors la Chine n'est pas socialiste. Et deuxièmement, elle se différencie du socialisme de type soviétique par des traits tellement provocateurs, comme par exemple les capitalistes, que je ne comprends plus. Et je crois que c'est un des problèmes politiques que je ressens à l'heure actuelle, c'est que dans la mesure où d'une part l'URSS, l'Union soviétique, malgré les regains que l'on sent revivre en Union soviétique, ce socialisme est considéré comme appartenant au passé. Si le socialisme de type chinois étant finalement un faux socialisme, eh bien, il y a dans l'opinion des gens qui pensent à un autre système socio-économique et politique, l'idée que il n'y a plus rien. Alors je n'ai pas réfléchi sur la Chine en me disant il faut absolument démontrer que la Chine est socialiste, mais le fait de montrer, d'être convaincu de cette réalité, avec sa dimension contradictoire, est susceptible de redonner espoir à un certain nombre de gens. Je crois que c'est important. C'est peut-être ce qui caractérise l'importance de ce genre de publication. Je ne parle pas seulement de mon bouquin, dans le moment présent, que de redonner confiance à l'existence dans le monde de forces qui sont antagoniques des forces impérialistes, représentantes du capitalisme, et qui sont susceptibles de fédérer tout un ensemble de pays en développement qui essaient sans être d'ailleurs des génies de la Révolution, de se développer. Voilà. Et se développer est quelque chose d'horrible pour les pays capitalistes. Alors, ma deuxième partie a consisté à me demander, disons que les choses se sont mises en place progressivement, mais quelle est l'idéologie qui a permis ce développement? Et comment se fait-il que les Chinois aboutissent à ces résultats? Et comment comprennent-ils la place de ces résultats au sein du corpus marxiste dont ils se réclament? Il faut peut-être que tu rappelles au passage, pour ceux qui ne savent pas, ça a été fait d'ailleurs de manière spectaculaire par Xi Jinping dernièrement, que, en tout cas de leur point de vue, les Chinois sont absolument communistes, socialistes et marxistes. Tout à fait. Oui, aussi, non, mais 20 ans avant. Tu as raison, tu as raison. C'est important de le rappeler. Tu vas nous expliquer comment eux, et de leur point de vue, voilà, comment de leur point de vue, et quels sont en même temps, quels sont aussi les résultats que nous pouvons reprendre à notre compte, au moins dans leurs grandes lignes. Je ne dis pas les appliquer comme ça. Moi, j'ai vu deux grands éléments. Alors,
il y a toute une série de choses qu'il faudrait étudier et qui comptent également. Par exemple, foutre en l'air le mode de production asiatique, c'est foutre en l'air l'idéologie confucéenne. Le confucianisme, c'est une saloperie conservatrice. Évidemment, Confucius, c'est un homme du Moyen-Âge chinois, donc, et de l'époque où les gens... et il y a beaucoup de réflexions autour de Confucius, mais c'est un conservateur effroyable. Et donc, il faudrait montrer, et ça se répercute. Par exemple, si j'ai fait un chapitre sur les femmes en Chine, pas un chapitre, mais une petite partie, elles subissent le poids évident du confucianisme qui pénètre et qui irrigue la société chinoise. Donc ça, il faudrait montrer. Mais en même temps, il y a toute une législation relative aux femmes et une pratique d'insertion sur le marché du travail qui montre comment cette idéologie est craquelée, démantelée, mise en cause. Voilà. Et j'aurais dû étudier tout ça. Il y a des choses tellement importantes. Je me suis concentré sur le marxisme. Le marxisme tel qu'il le pratique. Alors, je pense que pour les Chinois, le marxisme est une importation, encore qu'ils ont, un peu différent peut-être de notre pensée, mais là je manque de formation philosophique pour le dire de manière précise, ils ont le sens de la contradiction par l'intermédiaire de penseurs comme Lao Tzu. Et ça c'est important, et ça se répercute, je crois, dans les écrits de Mao Zedong. Des contradictions au sein du peuple, c'est pas un ouvrage qui est venu de rien. C'est venu de cette culture où on est sensible à la contradiction, beaucoup plus sans doute que... Dialectique, disons le mot. Oui, la dialectique, beaucoup plus qu'on ne l'a été en Occident, encore qu'il y a toute une littérature de dialecticiens romains, mais bon, pour une série de raisons que je n'ai pas en tête, la dialectique s'est un peu effacée, dans la pensée occidentale. Alors, les deux aspects que moi je retiens, parce qu'il faut que je termine. Quelle heure il est? Non, tu as le temps. Prends ton temps. Le premier, c'est le marché. C'est une grosse discussion chez les marxistes, savoir est-ce que le socialisme doit donner sa place au marché. Je pense que l'expérience chinoise nous conduit à dire oui, le marché est une forme de fonctionnement d'une société socialiste qui n'a pas encore la maîtrise de tous ces éléments, qui n'est pas en mesure de planifier de manière précise le nombre de chaussures droites et le nombre de chaussures gauches qu'il faut produire dans telle ou telle région du monde. Justement, c'était un des traits de la période de Mao Tse-tung que de reprendre ce qui a fait le socialisme soviétique, c'est-à-dire la planification, et qui, pour certains intellectuels, est l'un des aspects très importants de définition du socialisme. Je pense par exemple à Mandel, qui est Ernst Mandel, qui, je crois, voyait dans la planification intégrale, centralisée, le next plus ultra, la vente du socialisme. Les Chinois disent non. Surtout, nous sommes dans un stade primaire du socialisme, dans la phase vraiment la plus élémentaire. Nous sommes sous-développés, nous n'avons pas de classe ouvrière, nous avons créé la classe ouvrière, nous avons des paysans. Le marché est une chose nécessaire. Mais ce n'est pas... je lisais récemment un bouquin de Blotin et Mazot qui font état du marché responsable. Il paraît que c'est un concept qui est à court dans
chez la gauche française, le marché responsable. C'est pas le marché responsable, c'est une organisation où les rapports marchands ont leur place, mais ce n'est pas leur place. Il n'y a pas que le marché, il y a, disons en gros, un secteur public dominant. Il y a des entreprises privées, des entreprises publiques qui sont contraintes à respecter un certain nombre de règles marchandes, mais le marché n'est pas totalement dominant. Et si vous lisez ce bouquin, j'ai montré, j'ai trouvé, d'ailleurs c'est tout à fait intéressant, moi ça m'a passionné, il y a eu toute une littérature d'extension du marché et en même temps une littérature de critique de l'extension du marché sur les problèmes de la santé. Voilà. La santé en Chine, à un moment donné, au moment de Mao Tse-tung, tous les hôpitaux étaient en déficit, ils ne savaient plus comment faire, et il y a des gus qui ont dit bah, on va les privatiser. Mais la privatisation, ils ont observé, ça n'arrangeait absolument rien, au contraire, ça a dégradé encore la situation. Et donc, ils sont revenus sur ça, et ils ont recherché des formes d'intervention publique et privée, ce qui ne veut pas dire forcément toujours le marché. Intervention publique, privée, c'est pas vraiment le marché, mais quand même un peu. Et ils sont revenus sur ça en disant bah, la privatisation, la marchandisation n'est pas la solution unique. Donc il y a cette idée du marché, de l'économie socialiste de marché, qui ne signifie pas du tout, à mon avis, et en fonction de ce que j'ai observé, l'extension indéfinie du marché, comme l'espèrent les experts américains, beaucoup de chercheurs occidentaux qui attendent que la Chine tombe dans l'assiette du capitalisme. Alors ça, je crois que l'observation de la Chine est importante pour comprendre le rôle du marché, ça peut nous aider. Quand on aura le socialisme dans ce pays. Je fais juste une référence à Bidet. Je me suis un petit peu... Je connais Bidet, mais Bidet est philosophe. Et j'ai cherché à comprendre la dualité du marché. Enfin, là, je pense que j'ai fait un petit truc original. Je m'excuse d'être prétentieux. Mais je crois que c'est vrai. Voilà. Quelle est l'idée qu'il faut retenir de ça? C'est que quand la Commission européenne, ou l'Union européenne, la Commission européenne, dit aux Chinois « Êtes-vous une économie de marché ?» Eh bien, il pose cette question en supposant qu'il n'existe qu'une forme de marché. En réalité, il existe au moins deux formes de marché. Le marché de type occidental et le marché de type asiatique, c'est-à-dire l'économie socialiste de marché. Et cela se comprend dans la forme même qu'est le marché, qui est dès son origine duale, puisqu'il est rencontre de marchands, c'est-à-dire de gens propriétaires privés, mais rencontre de marchands qui est permise parce qu'existe une force supérieure, collective, organisatrice de cette rencontre, de la sécurité des routes, de la sécurité des emplacements où se tient le marché, de la sécurité monétaire même et du contrôle des monnaies. Donc, dès son origine, le marché est dual. Et je prétends que la reconnaissance de cette dualité du marché permet de dire que, certes, alors ensuite l'histoire a fait prédominer tel ou tel aspect du marché. Le marché de type occidental s'est construit contre l'État, la féodalité est anti-étatique, les marchands étaient contre l'État, etc. Donc, pardon. Pardon. Ça dépend. Oui.
Voilà l'historien. C'est un peu rapide. Ah, Il n'y a jamais eu dans l'histoire d'économie de partage et d'échange sans marché. Ça n'existe pas une économie sans marché. Donc, mais évidemment, les rapports de l'État... mais il n'y a jamais eu d'économie de marché sans l'État. Il y a de toute façon, il n'y a pas d'histoire, il y a toujours eu des États aussi, je veux dire. Donc effectivement, on peut arriver à cette conclusion qu'il n'y a pas eu, dans l'histoire, il n'y a pas eu d'économie, ni de nation, ni d'être social, quel qu'il soit organisé, ou de civilisation, on appelle ça comme on veut, sans État et sans marché. Donc ce concept d'économie socialiste de marché, qui, je résume, est une sorte de combinaison des rapports entre intérêts ou des rapports décentralisés et des rapports centralisés de l'État, c'est dans je dirais, ça peut se comprendre comme étant la forme développée de l'essence du marché, la forme développée actuelle de l'essence du marché. En tout cas, moi je crois, pour ce qui me concerne, que l'on peut conclure que le marché n'est pas un problème théorique pour des communistes ou des marxistes ou des gens qui veulent changer la société capitaliste. Il y aura une période qui durera en fonction des connaissances, des forces productives, où le marché fonctionnera sans qu'il soit prédominant. Le deuxième élément important, me semble-t-il, à mettre en lumière, c'est quelle est la nature du rôle des capitalistes. Alors, je vous donne ma conclusion. Je pense que les capitalistes jouent un rôle dans l'économie chinoise, d'abord parce qu'il y a des tas de domaines que l'économie publique ne va pas prendre en charge, et tous les petits marchands là, qui font quand même 16% de la population active. On ne va pas créer un secteur socialiste des marchands de frites, mais il y a bien d'autres petits domaines qu'il faut laisser à l'initiative des Chinois. Les Chinois adorent l'argent, ils se foutent de la politique, pour parler de manière un peu vulgaire, mais ils aiment l'argent, et donc ils ont de l'énergie à revendre, et donc s'ils créent une entreprise privée qui est utile, ben, pourquoi pas. Ça, c'est un aspect des choses, mais nous savons que le capitalisme, ou les capitalistes, ne sont pas seulement un mode de gestion d'entreprise et d'initiative, c'est aussi un mode de production et de consommation. Et donc je crois que la clé de l'introduction des entreprises capitalistes comme élément du développement de la Chine suppose que soit bien établie la séparation entre les entreprises capitalistes comme mode de gestion et les entreprises capitalistes comme mode de production et de consommation. Alors, comme mode de production et de consommation, ça veut dire qu'elles définissent la politique du pays. Je prétends que les dirigeants chinois disent aux capitalistes « Faites votre boulot fonctionnel, mais ce n'est pas vous qui faites la politique. » Et quel est l'élément qui me conduit à cette conclusion? C'est le fait que figure dans la Constitution, et je crois dans l'application économique, la dictature du peuple. Voilà. Du prolétariat. Du peuple. Du peuple. Alors, les Chinois disent du peuple. Voilà, On va en débattre. Ils disent du peuple. C'est un peu leur changement par rapport aux soviétiques. Mais en même temps, on voit que c'est l'élément commun. Le socialisme soviétique. C'est leur côté populiste. Ouais, en bas, écoute. Non, c'est une blague. Non, mais tu as raison. Le socialisme soviétique, c'est la dictature du prolétariat. Le socialisme chinois, c'est la dictature du peuple. Et c'est pas soviétique, c'est Marx, hein, la dictature du prolétariat, soyons clairs. C'est clairement Marx. Oui, c'est clairement Marx, oui, mais les soviétiques ont repris. Ah ben, bien absolument. Et justement, les Chinois disent, nous sommes un peu dans la merde parce que nous innovons. Voilà, ils innovent.
Alors, est-ce vraiment une innovation conceptuelle ou est-ce moi, c'est ainsi que je comprends. Alors, la dictature du peuple, c'est la volonté de satisfaire les intérêts des masses populaires. Ce n'est pas une orientation qui est prédéterminée comme les rails d'un train. Ça montre que le socialisme, c'est une bataille politique continue. Voilà, moi, c'est aussi ce que je ressens. Alors, je n'ai pas les moyens de connaître de près l'âme des communistes. Et puis les communistes chinois ne disent pas ce qu'ils pensent, forcément, surtout à un étranger, donc, et qui parle la langue de manière insuffisante. Donc il faut que je lise ça. C'est compliqué, mais moi c'est comme ça que je comprends leur capacité à se déclarer socialiste. Et Xi Jinping, justement, par rapport à ses prédécesseurs, donne une affirmation, une ponctuation marxiste et socialiste et communiste même, bien plus forte que les prédécesseurs. En gros, il y a eu 3 périodes. Jiang Zemin, c'est un homme d'affaires, c'est l'homme de Shanghai, c'est celui qui a lancé le développement. Voilà. Alors, avec tout ce que ça a voulu dire de pollution, de corruption, hein, le développement. Hu Jintao est venu après. En général, ces gens restent 2 législatures. Xi Jinping a changé ça, mais il restait combien 8 ans, 10 ans. Et Hu Jintao, il a pansé les plaies. Voilà. Jiang Zemin a lancé l'histoire, ça a saigné de partout. Hu Jintao est venu pour mettre un peu de baume sur les plaies, et Xi Jinping, à mon avis, change les choses. Voilà. Alors on pourra regarder le changement. Le changement le plus spectaculaire, c'est d'une part faire que le Parti communiste chinois soit un parti intègre, d'où une lutte contre la corruption implacable, même les généraux à la retraite sont soumis à la justice, et la dictature du peuple, c'est notamment un système de droit qui ne recule pas devant ces décisions. J'en ai terminé pour dire que ce système en est arrivé à un point où il a une efficacité non seulement interne, l'organisation de la Chine, mais en même temps extérieure. Il ne peut pas continuer sur sa lancée sans intervenir sur les relations du monde, et la Chine est en train de redessiner de nouveaux rapports entre les nations, totalement contraires à ceux que mettent en œuvre les impérialistes, à commencer par les Américains, pour lesquels les rapports entre les nations consistent soit à avoir des mercenaires, soit à avoir des gens qu'on écrabouille, comme la Libye ou l'Irak. Non, le monde tel que le conçoivent les Chinois, alors je ne sais pas si c'est le jeu de Go qui est en place, mais c'est possible. Il faut réfléchir à ça, c'est pas impossible. C'est une stratégie de négociation, de discussion, comme ils disent, de win-win. Il faut être gagnant-gagnant sur les plans, les décisions. Il faut prendre le temps qu'il faut. Il ne faut pas mépriser les petits. Voilà, c'est tout à fait intéressant de voir Xi Jinping en Afrique. Il mouille la chemise, les mecs, hein, vraiment. Et puis il sert la paluche d'un chef d'État africain. Et donc on a 1,5 milliard d'habitants qui serrent la main à 7 millions d'habitants, ou 8 millions. Eh bien c'est la réalité du monde moderne. Il n'y a pas de raison que les petits pays n'existent pas. C'est cette nouvelle pratique, et bien sûr un développement, et donc la paix. C'est cette nouvelle pratique que, à mon avis, les
les Chinois mettent en œuvre. Et je pense que c'est un élément que nous devons appuyer très profondément, même si nous avons des désaccords sur leur fonctionnement interne. Alors, au-delà des désaccords sur le fonctionnement interne, il y a des questions qui vont être posées par Voilà. ton premier lecteur attentif qui a scrupuleusement le livre. Après et l'éditeur. voilà, après l'éditeur, évidemment, le lecteur payant, on va dire. Voilà. Euh, Bonjour. Je suis un peu intimidé de me retrouver là. Ah non, mais c'est à l'auteur pardon, que tu t'adresses à d'abord l'auteur, et avant tout. Et donc je suis intimidé de vous dire ce que je vais vous dire. Et alors, donc voilà, ce livre que j'ai lu avec attention. Je vais faire une première partie qui va être, j'ai un peu l'impression d'être... On va peut-être procéder par questions successives. non, hein. d'abord je vais faire un préalable Bon. pour dire, je vais être Jean-Claude Delaunay, plus dur que ce que vous avez dit, dans votre explication de ce que j'ai compris. Vous me direz si j'ai bien compris. Après, Plus dur, tu plus veux dur, c'est-à-dire être beaucoup plus, aller beaucoup, de Les façon critiques. beaucoup plus, non, les critiques vont venir après, d'être avant beaucoup plus, directif sur ce que vous avez dit. Je vous ai trouvé un petit peu timide par rapport à ce que vous écrivez. Donc je vais essayer, Ah oui, à la présentation à la du livre, présentation, d'accord. je vais essayer de dire ce que j'ai compris. Oui, oui. Et je vous ai trouvé plus timide parce que dans ce que vous écrivez et ce que vous argumentez, et je vais faire donc un panégyrique de ce que vous avez dit parce que j'ai adoré ce bouquin. Et en même temps, excusez-moi ce macronisme, en même temps, je vais introduire certaines critiques sur l'analyse, mais après. Je voudrais, parce que je pense qu'ici on est dans une librairie, il faut aimer ce qu'on lit. Et je vous assure, j'ai adoré, j'ai passé une semaine à le lire, j'ai adoré ce que j'ai lu. Pourquoi ? D'abord, il y a une forme, M. Delaunay connaît parfaitement son sujet, il y a une forme géniale. Il y a 215 pages d'analyse, ce que j'appelle, comme disait Lénine, l'analyse concrète d'une situation concrète. Et je peux vous dire, sur la démographie, la population active de la Chine, la production agricole de la Chine, rapports sociaux dans l'agriculture nouvelle, l'agriculture qui n'est plus ce qui va financer, comme disait Mao Zedong, l'industrie, mais au contraire qui doit donner à manger, et c'est l'industrie qui va refinancer l'agriculture. La production industrielle de la Chine et la production des services, y compris les services de bas niveau, plus de plus haut niveau, numérique, biotechnologie, la santé, etc., l'éducation et un certain nombre de... même l'écologie, les contradictions avec l'environnement, utilisons plutôt ce terme. Et puis, donc là, c'est quelque chose qui est extrêmement sourcé, 215 pages, une analyse où on voit la totalité du déroulement empirique et idéologique des différents combats que vous avez résumés dans la première partie. En même temps, c'est ça qui est intéressant, il analyse toutes les contradictions qu'il y a. Mais ce serait intéressant de faire contradiction entre ça et ça, contradiction et ça. Donc vous avez un certain nombre de contradictions. Je regrette qu'on n'ait pas la notion de contradiction antagoniste, non antagoniste au sens de Mao Zedong. Mais il y a une analyse de contradiction. Et puis après, pour les paresseux que nous sommes, vous avez des conclusions et des conclusions de la conclusion. C'est-à-dire que si vous êtes pressé, vous lisez que les conclusions, vous avez tout résumé. Et puis il y a une deuxième partie, extrêmement intéressante, c'est les trajectoires théoriques qui ont été esquissées du socialisme chinois, c'est-à-dire les débats. Et dans ces débats, on a des gens comme Hu Jintao, Xi Jinping, etc. Mais M. Delaunay cite un certain nombre d'intellectuels, de chercheurs marxistes qui analysent ce qui se passe. En particulier, il y en a un qui analyse que la condition ouvrière dans le socialisme dit de marché, on va y revenir, fait que le fait de travailler une base, on ne peut pas, si on travaille, normalement on n'a pas le renouvellement des forces de travail. Ce n'est que le jeu des heures supplémentaires, merci Sarkozy, qui permet d'avoir la force de travail. Donc les contradictions de classe qui sont expressément décrites. Après, il montre comment l'introduction empirique au départ, de faire venir l'application on pourrait dire, du socialisme de commandement à la mode, on pourrait dire, de l'Union soviétique, n'a pas marché. D'ailleurs, je citais dans
l'hommage à Domenico Losurdo, que Mao Tse-tung, à la fin, il a dit « J'ai pas réussi à donner à manger à tout le monde, j'ai donc échoué ». Là, ils ont dit « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc c'est empirique. Et puis après, il y a des gens qui sont venus pour y faire une construction théorique de la pensée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en particulier, il y a 20 ans, Hu Jintao, qui a introduit, d'abord, ils avaient introduit ce qu'ils appellent l'état primaire, vous me corrigez si j'ai mal compris ce que vous dites, l'état primaire du socialisme. En général, on dit que le socialisme, c'est l'état primaire du communisme. On est en dessous. L'état primaire du socialisme. Donc, une modestie profonde. Et là, on va amorcer quelque chose. Après, Hu Jintao, il y a 20 ans, vous citez d'ailleurs les congrès, etc., va dire, on va introduire ce qu'ils appellent l'économie de marché socialiste au cœur du marché, au cœur du marxiste, et on va introduire ça. Mais attention, l'économie de marché socialiste, vous avez une explication du marché, etc., attendez, on reprend ce que d'ailleurs Domenico Losurdo, c'est moi qui rajoute ça, avait dit entre la classe, il avait pris ce que Hegel et Marx disaient à propos du prolétariat, c'était Marx qui le disait, il avait repris à propos de la bourgeoisie en soi et la bourgeoisie pour soi. Et la bourgeoisie en soi, on en a besoin pour le développement. Pour soi, jamais. Parce qu'il y a dictature on verra, il dit du peuple ou du prolétariat, etc. On va discuter de ça. Et qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dans l'économie de marché socialiste dont vous parlez, M. Delaunay l'explique expressément. D'abord, le secteur public l'emporte. Mais il l'emporte stratégiquement. C'est-à-dire qu'il a un certain nombre de domaines, c'est lui qui l'emporte. C'est lui qui donne le tempo. Et M. Delaunay explique qu'il y a 4 niveaux. Il y a donc le secteur public, il y a un secteur privé chinois de grandes entreprises qui développent, y compris avec des mécanismes mercantilisme, tout ce qu'on veut, mais ils n'ont aucun pouvoir de décision et ils le font que dans le cadre que le parti et donc la politique leur donne. Il y a un secteur des étrangers qui interviennent, sauf que c'est le moyen de piquer, d'incorporer les nouvelles technologies, c'est-à-dire que tous les contrats sont asservis. Vous me dites toujours si j'ai bien compris ce que vous avez écrit. J'ai peut-être mal lu. D'incorporer les nouvelles... Il ne faut pas non plus que tu décrives tout le livre. Il faut que les gens l'achètent. Non, mais je vais aller... Je résume. D'incorporer donc les nouvelles technologies. Et puis vous avez un petit secteur de petites entreprises qui vivotent, que vous avez expliqué avec le cornet de fric ou je ne sais pas quoi, qui sont extrêmement importants. Ce qui est important dans cette économie de marché socialiste, c'est que c'est le secteur privé, public, qui l'emporte. Donc, l'économie n'est pas capitaliste au sens aucun pouvoir, sauf celui de faire de l'argent. Après, il y a le rôle du Parti communiste, et il y a l'élément problématique, c'est la question que je vais poser, dit de dictature du peuple. Et donc, ce marché socialiste, qui en plus asservi, c'est la différence avec la NEP, même si la NEP, il y avait la NEP de Lénine, il y avait des interventions extérieures, il est extrêmement asservi avec le marché international et en plus les marchés capitalistes qui voudraient bien faire virer l'ensemble sur le capitalisme. Sauf que ce marché-là, vous l'expliquez très bien, a quelques problèmes, surtout depuis 2008. Donc il n'est plus aussi dominant qu'il pouvait être dans les années 1920. Bien, voilà la conclusion. Donc je trouve extrêmement intéressant de lire pour les problématiques qui sont posées. Maintenant, je vais poser mes questions. Des questions qui me posent problème. Vous dites à un moment donné, vous séparez à un moment donné ce que vous appelez la production du capital. Donc la production du capital, c'est la loi de la valeur, c'est la plus-value, enfin, c'est ce qu'on a tous appris au sein du marxisme. Et puis, vous dites, il y a la circulation du capital, les quelques ingrédients qu'a donné Marx, mais il n'a pas écrit ce livre. Et vous dites, les Chinois font le focus sur cette circulation, ce qui est un moyen d'ailleurs d'éliminer la lutte de classe, dans la façon dont vous le dites, en mettant l'entreprise avec le lien, etc. Alors, moi j'ai un premier problème. Je ne vois pas la contradiction entre la circulation
ou alors c'est une contradiction non antagoniste, circulation et production, parce que quand on a mis de la valeur, s'il n'y a personne qui l'achète, la valeur ne vaut pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est dans la continuité. Première question. Deuxième question, vous dites que le rôle politique du parti, et d'ailleurs ça a été effectivement mis Hu Jintao, mais surtout Xi Jinping, profond, hein, ils ne font pas n'importe quoi, on n'est pas Macron, hein, le parti détermine. Et vous dites, dictature du peuple, c'est ce qui permet, vous dites à un moment donné, que ça ne dérive pas vers une économie capitaliste d'État. Je ne sais pas ce que c'est la dictature du peuple. Parce que je comprends la dictature du peuple au moment d'une émancipation, c'est moi qui pose la question, une émancipation nationale, de lutte de libération nationale. Il y a un peuple avec le prolétariat, des petites bourgeoisies, même une bourgeoisie nationale. Enfin, on peut. Mao Tse-tung l'a très bien fait d'ailleurs jusqu'en 48 ans. Et ça, je comprends. Je comprends la notion de peuple comme élément de base de citoyen d'une nation. Ça, on pourrait dire, c'est un élément culturel de base. Mais pour moi, c'est le prolétariat. C'est quoi le prolétariat? Il ne possède pas les moyens de production. C'est tout. Et pour moi, le prolétariat va jusqu'à l'ingénieur du moment qu'il ne possède pas les moyens de production. Donc je ne comprends pas. Alors je voudrais savoir si c'est vous qui le dites ou si c'est les Chinois qui le disent, pourquoi ils disent dictature du peuple et pas dictature du prolétariat. Parce que pour moi, c'est la définition de la dictature du prolétariat. La question est claire. Voilà. Première question. Deuxième, autre question. À un moment donné, vous mettez en avant, il y a toute l'histoire du marché, vous faites des liens avec l'école que vous critiquez, régulationniste française, avec ce pauvre Aguileta, quand il parle de la route de la soie, je vais en poser après. Pauvre Aguileta, parce qu'il dit... Il n'est pas à plaindre. Hein. Non, il n'est pas à plaindre. Quand il dit pauvre, c'est intellectuellement, parce qu'il dit il y a deux niveaux de la route de la soie. Je vais poser une question là-dessus. Le niveau de la route de la soie, c'est le New Silk Road, donc c'est la route de la soie classique dans l'Asie centrale. J'ai eu la chance de le visiter. Et puis Marco Polo, tu veux dire. Et Marco Polo, etc. Depuis, ça a duré plusieurs siècles. Et puis sur la navigation qui fait la connexion avec. Mais il y en a une troisième, il a oublié, celle du Nord. La calotte arctique fond. Et donc, il y a une nouvelle. Et les Chinois sont partie prenante de ce que les Russes font avec la connexion. Donc, la route de la soie, c'est 3 niveaux. Et je peux vous dire qu'avec ça, c'est pire qu'une pince. C'est une triple pince, 2 à 2. Et là, ils sont en train de gagner. Donc, vous faites une allusion donc, avec l'école de régulation que vous balayez d'ailleurs à juste titre. Et vous faites une allusion aussi avec une théorie un peu plus sophistiquée américaine, j'ai oublié le nom, mais qui est plus sur l'aspect social, les structures sociales d'activité qui se rapprochent beaucoup plus. Et vous dites qu'il y a quelque chose qui a un lien. Alors, j'ai une question à vous poser. Deuxième question, donc. Il y a peut-être un lien. Mais selon la classe qui a le pouvoir, c'est peut-être pas la même chose. Un lien entre quoi et quoi? Entre cette école dite de structure sociale américaine, donc qui est une école de la régulation à la française, mais beaucoup plus orientée sociale. Hein, vous l'expliquez bien d'ailleurs. Je suis incapable d'ailleurs de reprendre, mais vous l'expliquez bien. Sauf que il ne pose pas la primauté du prolétariat, donc pour moi de la lutte de classe. Et ma troisième question sur ce contexte-là, c'est que vous dites, en fait, quelque part, les Chinois vont réussir petit à petit en mettant en jeu leur développement, parce qu'ils ont d'abord une raison de dire que c'est un pays qui est en développement, qui n'est plus sous-développé, mais encore en développement. Et quelque part, ils vont faire leur développement, et ils font leur développement sur des modèles d'un système qui est lui-même en crise. Donc vous expliquez bien d'ailleurs qu'il y a une espèce de jeu contradictoire, mais il faut quelque chose alors que c'est déjà foutu pour leur environnement. Je ne l'exprime pas dans vos termes, mais vous l'expliquez très bien à un moment donné, je ne sais plus où. Donc, vous dites ils vont arriver à quelque chose qui va réussir vis-à-vis de tous les peuples qui sont en développement. Ma question est oui, mais ils le font en postulant un pouvoir politique de ce que j'appelle le prolétariat. C'est ça ma traduction.
C'est l'objection. On va peut-être répondre à ces trois-là déjà, parce que j'ai une dernière sur les routes de la soie, voilà. mais je vous le dirai. Ce sera la dernière Voilà. après. Bon, Après, donc il y a ça va déjà bien. 3 questions ou objections, on va dire, Questions, c'est à tout. propos du livre. Voilà. Mais Oui. très intéressant le bouquin. Oui, alors. Moi, j'ai noté, je ne veux pas me défiler. D'abord, la dictature du peuple, d'abord. Alors, dictature du peuple, dictature du prolétariat, je note ça. Hein, les Chinois disent c'est pas la dictature du prolétariat. Alors, c'est la dictature du peuple. Pourquoi disent-ils ça? Je pense que pour eux, ils identifient prolétariat et classe ouvrière. Alors ça, je pense qu'ils font l'identification. Or, qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent d'une part que leur classe ouvrière est totalement neuve, à peu près sans éducation. C'est la vérité. Hein. Il se trouve que je fréquente un peu des avocats, et les avocats ont des bonnes actions à accomplir. C'est de temps en temps à aider les prolos à aller devant les tribunaux. Ce qu'ils ont comme impression, c'est que ce prolétariat industriel a une mentalité rurale très forte, et la mentalité rurale ne développe pas l'intelligence. Ça développe des approches extrêmement bornées des choses. Ils ont pratique. Oui, pratique, mais en même temps, des rivalités. Donc, tu vois, prolétariat, il y a... Le marxisme, moi, je comprends Marx comme un type ou des gens qui ont analysé une société industrielle développée. Et donc, le socialisme est l'aboutissement d'un fort développement, avec des ouvriers très qualifiés, des ingénieurs, tout, qui sont d'une grande compétence. Et eux, ils ont pris la révolution dans un pays paysan, de paysans qui n'avaient jamais fait un acte politique de leur vie, sauf de temps en temps de remplacer l'empereur. Bon, là, ils se fâchent, mais en général, ils font pas de politique. Et ces paysans forment une nouvelle classe ouvrière. Et cette nouvelle classe ouvrière est peu éduquée. Alors, comment est-ce que je comprends cette notion de peuple? Je la comprends négativement par les propos que je viens de dire. Je la comprends en me disant que les dirigeants de la Chine sont les héritiers des mouvements de 1919, des intellectuels qui voulaient construire une Chine nouvelle moderne. Je me dis que ce sont les héritiers de ceux qui voulaient construire la nation chinoise. Je me dis qu'ils sont en train de construire la nation économique chinoise. Parce que la Chine n'a jamais existé comme nation économique avant aujourd'hui. Bien sûr, il y a des éléments d'unification, bien sûr, il y a l'empereur, mais c'était une myriade de communautés. Ce n'était pas une nation économique, c'était une nation culturelle, plus qu'une nation économique. À l'heure actuelle, la relation entre Urumqi, dans le nord-ouest, et Shenzhen, dans le sud, c'est un élément de structuration, d'unification de la société. Voilà. Et je pense que ce sont des nationalistes. Voilà. Je pense que ces communistes sont des nationalistes. J'entends pas des types Ils ont d'abord conduit une lutte de libération nationale. Hein. Ils ont conduit une guerre de libération nationale et ils construisent la nation. La nation, c'est le peuple. Voilà, et c'est le peuple, ils sont conduits à penser le peuple, je dirais dans la mesure où la classe ouvrière n'est pas encore une classe ouvrière très éduquée. Voilà, c'est l'explication que... Si je peux me permettre de plus soigner, je vais être très bref, je vais éviter la cuistrerie, mais un très bref rappel d'éducation populaire marxiste.
qu'est-ce que Marx entend, et c'est très clair, quand il parle de dictature du prolétariat, hein. De quoi il parle? Pourquoi il parle de dictature? C'est parce qu'il vient de parler à ce moment-là de la domination d'une classe sur une autre. Une fois qu'on a que la classe des opprimés, on va dire, les prolétaires sont, pour des raisons historiques et économiques évidentes, à ce moment-là, la force la plus positive et la plus progressiste. Une fois qu'ils vont pouvoir assurer leur domination sur une autre classe, qui jusque-là les dominait, ça ne va pas se faire de manière du tout démocratique, hein. Ça va être une dictature, clairement, parce qu'on est dans la lutte des classes. On est en guerre des classes, comme dirait Warren Buffett. Et c'est le sens de la dictature, c'est-à-dire on va imposer notre domination par la force, s'il le faut, hein, par des rapports de force. C'est le sens qu'il faut entendre. Deuxièmement, des dictatures du prolétariat, c'est évidemment, par là, il faut entendre des classes laborieuses, et rien d'autre. Alors après, évidemment, on pourrait épiloguer indéfiniment, et rassurez-vous, c'est pas du tout ce que je vais proposer de faire, mais on voit très bien que là, nous venons d'écrire une contradiction non antagoniste entre vous, et dont le dépassement est absolument évident, et absolument dans Marx. C'est ce que je voulais rappeler. Il n'y a pas de problème entre ce que les Chinois appellent le peuple, c'est-à-dire la classe, notamment des paysans, la paysannerie massive, oui, alors il y a la paysannerie, les petits commerçants, oui, etc. Et les gens de service, les ingénieurs, Exactement. ceux qui vont faire l'intelligence artificielle, Le vous en niveau parlez. de développement, comme dit Marx, dans chaque nation, le niveau de développement est différent. Le rapport, y compris les rapports de force ou les rapports conflictuels entre les différentes classes, mais à l'intérieur de la vaste classe laborieuse, eh bien, on va définir, il y a le rôle d'avant-garde du prolétariat à l'époque de Marx et à l'époque ensuite de la révolution russe, ça semble assez évident aussi, bien que la classe paysanne était massivement plus développée que les ouvriers en Russie. Donc je veux dire, au-delà des mots, il faut, de la manière dont on les utilise, il faut comprendre exactement le sens que leur donnait Marx, qui est extrêmement clair, extrêmement précis, qui a un caractère d'universalité concrète, qui fait qu'il est tout à fait compréhensible, et qu'il n'y a pas en réalité de contradiction entre les deux. Si je peux me permettre d'arbitrer ainsi le débat. Et je te laisse maintenant répondre à la question numéro 2, si vous pouvez la rappeler d'une phrase. La question numéro 2 était, alors évidemment, comme je suis parti ailleurs, j'ai oublié, c'est pas grave. J'ai noté. Voilà. Il a dû la noter. Il a Alors, voilà. Noté. Alors, moi, c'est production de capital, Ah oui. circulation de Et capital. circulation, voilà, exactement. Et Je vois pas la c'est une contradiction. petite idée que j'ai eue comme ça en Voilà. écrivant. Je me suis dit que Marx étudie l'entreprise comme lieu de la production du capital. Et donc, il a tous les concepts de la Antagonisme, plus-value. classe, Antagonisme, valeur, classe. plus-value, tout. Oui. Et je me suis dit, les Chinois mettent plutôt l'accent sur la circulation du capital. Et la circulation du capital en Chine et dans le monde. Parce que s'ils ont une conception de leur développement comme étant un développement lié à l'extraversion du travail chinois, c'est-à-dire à des relations commerciales, c'est donc dans la circulation des marchandises qu'ils vont concevoir leur intervention comme étant modificatrice du système. Par exemple, ça va être une intervention au plan des institutions bancaires et financières. Voilà, c'est une petite notation Excusez-moi. que je n'ai pas trouvée tout à fait sauf stupide. que vous-même, moi je me base sur ce que j'ai lu, hein. Je ne suis pas compétent en dehors de ce que j'ai lu. Vous-même vous expliquez qu'à un moment donné, en particulier Xi Jinping, explique qu'il faut redonner la consommation au niveau du peuple. Il exprime justement quelque chose qui va au-delà de ce que vous dites, en disant il faut, alors c'est le développement du marché intérieur, il faut redévelopper justement la consommation. Et d'ailleurs, il y a des raisons objectives, c'est pas que des raisons morales ou je sais pas quoi. Il faut donc redévelopper la consommation du peuple, et donc il revient en fait à la nature de ce que vit la majorité de la population. Et parmi les gens que vous citez, très intéressants, les chercheurs en marxisme, vous en avez, je sais pas, une dizaine au moins, celui qui dit la condition, je reviens sur le même, commence par Mao. On raccourcit, hein, parce que là, il faut laisser la parole celui qui au dit public aussi. que l'ouvrier n'a pas
enfin l'ouvrier, celui qui travaille en usine, n'a pas ce qu'il faut pour se reproduire, il faut qu'il fasse des heures supplémentaires, il remet bien l'ensemble. Voilà. Oui, oui. Alors, ça, c'est Donc c'est pas que la circulation. Oui, c'est ça tout que à je voulais fait, dire. tout à Oui, fait. et c'est surtout, Voilà. juste une incise très brève, Ouais. ce n'est pas la circulation du capital, qui n'est d'ailleurs pas ce dont vous parle Marx. Ouais. Marx vous parle de la circulation de la marchandise. La marchandise, Très différent. exactement. C'est pas le capital. Le capital, c'est le titre. L'accumulation du capital, c'est un des aspects principaux du sujet, puisque le capitalisme, c'est tout simplement un rapport de production accumulateur qui permet l'accumulation. Mais ce qui circule, c'est pas le capital, même si ça existe, la circulation financière, c'est la marchandise. Ok. Juste petite mise au point, quoi. Alors, j'avais une Non, dernière... non, il répond, non, On en tu vient à as la assez troisième pour... question. Pardon, voilà. j'ai dit rien. La troisième question, c'est le chapitre 9 de ce bouquin. J'ai essayé de montrer que le marxisme était vivant en Chine. Il est vivant, d'ailleurs en étant fortement contredit, hein, parce qu'il n'y a pas que des marxistes. Il n'y a pas que des marxistes dans ce pays. Les librairies ne vendent pas que des œuvres de Marx. Et Et de Mao. Et de Xi Jinping. alors, si, alors ça se vend, mais bon, Peut-être plus. c'est les cadres du parti qui m'ont acheté ça. Mais il y a beaucoup de livres d'Américains, comment gérer ma fortune, comment... Bon, enfin, mais il y en a des piles comme ça. Je ne sais pas s'il y a des économistes parmi vous qui vous connaissez Samuelson. Bon, alors il y a des piles de Samuelson. Voilà. Il n'y a pas que des marxistes, mais il y a des marxistes. Voilà, et parmi ces marxistes, alors il y a ces jeunes-là que j'ai trouvé intéressants. Oui, très Et puis, intéressant. bon, ils font leur boulot, ils ne sont pas en prison, hein, mais ils sont très critiques, à mon avis, du système. Ils sont critiques du système de la côte Est, avec les grandes entreprises multinationales. Voilà. Il y a d'autres gens, l'école de la SSA, des structures sociales d'accumulation. Alors, je ne suis pas entré dans un trop grand détail. Je pense que Aglietta, bon, chacun connaît son truc, ou le truc de leur école, surtout Robert, comment il s'appelle? C'est pas Robert Hue, mais c'est Robert, c'est un autre Robert. C'est Quel du est même niveau. Quel est le complémentaire d'Aglietta dans la... Boyer, Robert Boyer, bien sûr. Robert Boyer, bon, eux, ils disent, au fond, il n'y a pas de crise du capitalisme, c'est simplement une crise des institutions. Donc, si vous ne trouvez de bonnes institutions, le capitalisme marchera. Est-ce que vous dites, on peut toujours rapiécer les fonds de culotte qui ont des trous. C'est votre citation. Oui. Pardon. Oui, oui. Bon. Je On va peut-être m'étais pas passer trop de temps sur Aglietta, les régulationnistes. Bon, pour ceux que ça intéresse, on pourra... Alors, en bon, parler après. la structure sociale d'accumulation, ça m'a semblé intéressant de montrer que ce marxisme n'est pas replié sur lui-même, qu'il est lié à d'autres écoles américaines, que ces écoles américaines, elles sont ce qu'elles sont, hein, elles sont critiques, elles ne sont pas forcément tout à fait satisfaisantes selon mon point de vue. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce chapitre. Et enfin, la dernière question, c'était tous les peuples. Là, j'ai pas bien compris ta question. Si vous dites que ceci, que vous dites en fait aux dirigeants chinois, si vous explicitiez un peu plus ce que vous êtes en train de dire au niveau théorique, les peuples qui vous regardent et qui se disent quand même, ce système, il marche puisque vous êtes en développement, auraient plus de force pour l'émancipation de tous les peuples. En Alors fait, oui, c'est ça. ça, je l'ai dit. Vous l'avez écrit, là. Je suis sûr que les Chinois n'ont pas du tout aimé, mais j'ai pas écrit ce livre pour les Chinois. Oui, je pense que voilà, Jiang Zemin a lancé l'histoire en 1997. Voilà. Il a été élu premier secrétaire en 1992 et Deng Xiaoping s'est fâché. C'est ce qu'on raconte. C'est ce que les gens racontent. Et il a dit, écoutez, ça va bien. Moi, j'ai fait ma politique d'ouverture en 78. On est en 1992 et rien n'a avancé. Ça avait quand même une période. Alors, Jiang Zemin, tu vas faire avancer la chose. Et en 1997,
à l'occasion du 15e congrès du PCC. Il a fait un discours qui est tout à fait intéressant, c'est un discours théorique, un discours de théorie économique. Je me dis, j'ai suggéré, évidemment personne ne lira ça en Chine, j'ai suggéré, je dis, mais si vous faisiez la même chose maintenant, ça serait utile. Voilà, mais tu as raison. Et parce que, mais je pense que c'est vrai en plus, mais j'ai pas de conseil à donner à ce grand parti. Mais en tant que petit microbe, je peux me permettre ce genre de réflexion. Voilà La bouche du coche. Oui, voilà. Bon. Bien, alors là, il y a peut-être des questions dans le public. Oui, il y en a plusieurs, donc on va entendre ces questions. Alors, tous les deux, là, vous êtes tous les deux à vouloir. Alors, l'âge avant la beauté, comme disait ma mère, donc le plus âgé. D'accord, merci. D'abord. Oui. Une question à M. Delaunay. Quel est votre avis sur ce groupe d'historiens, sociologues et parfois économistes tels que Wallerstein, tels que Giovanni Arrighi, tels que André Gunder Frank aussi, à propos de leur vision de l'Orient et de l'Asie et même de la Chine? Quel est votre avis? Et la question numéro 2. Moi, je reviens sur la notion de dictature du peuple. Pour la définition, je pense que c'est assez clair, c'est sur le drapeau. Il me semble que c'est les 4 étoiles qui représentent c'est la paysannerie, le prolétariat industriel. La définition chinoise. La définition chinoise. Donc les intellectuels et la bourgeoisie nationale, capitaliste patriote, il me semble que c'est le terme. Moi, je veux bien adhérer, mais en tant que communiste, c'est assez dur de cotiser un système qui envoie 102 milliardaires en dollars au Parlement. Donc quelle forme elle prend concrètement? Parce que je poserai la même question de manière différente, mais on a déjà cette deuxième question. Il y a d'autres questions, une troisième là-bas? Je ne sais pas. Allez-y. Bon, sinon, moi, je suis très impatient de lire votre livre. Et, moi, la Chine, je m'y intéresse depuis assez longtemps. Et la question que je me posais, c'était qu'est-ce que vous pensez si vous connaissez les travaux de Mylène Gollard, qu'elle a réalisé. Moi, le livre que j'avais lu d'elle, c'était Karl Marx à Pékin. Oui. Elle devait venir le présenter ici, mais finalement ça s'est pas fait. Voilà, bah après en fait ce qui m'intéresse en particulier, j'ai fait mon mémoire un petit peu sur l'économie et sur la bulle immobilière en fait en Chine. Et je voulais avoir votre avis un petit peu sur les dynamiques de l'économie, on va dire les dynamiques en particulier de l'économie en tant que transition du modèle. En fait, là c'est effectivement ce dont parlait Michel Aglietta. Et dans ce sens-là, je reconnais quand même à Michel Aglietta une certaine analyse, pour moi une analyse à peu près correcte de ça. Mais je voulais avoir votre point de vue un petit peu sur ça, et en particulier sur la possibilité pour le système économique chinois de résister en fait à la crise capitaliste, qui est quelque part en fait le phénomène inéluctable, parce qu'on posait la question de savoir est-ce qu'on est dans une société socialiste ou une société non socialiste. Je pense que ces définitions-là sont très difficiles à appliquer parce qu'elles sont tellement vagues. C'est extrêmement vague déjà. Ça dépend pour qui. Il suffit d'aller à la fête de l'UMA pour comprendre que... Ah oui, non, à la fête de l'UMA, c'est sûr qu'on est dans la confusion totale sur ce genre de notions. Enfin, ça on pourra en reparler après, non, c'est très clair. Si on va jusqu'en Chine, c'est normal que ce soit encore plus différent. Donc, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, pour résumer, parce que je suis un petit peu long. Oui, la question. La question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que la Chine, de toute façon, va forcément, de toute manière, arriver à une crise capitaliste, et que c'est pas cela qui, justement, prouve qu'elle est capitaliste et qu'elle n'est pas socialiste. Ça, c'est en gros la thèse de Mylène Gollard. C'est ça. Et donc, il y avait peut-être d'autres questions, non? Je ne sais pas. Apparemment, non. Bon, on va déjà répondre à ces trois-là. Ça fait déjà de quoi faire. Émeric qui voulait en ajouter une, non? Je la poserai après. D'accord. Alors, voilà. 3 questions assez précises. Alors, Wallerstein, Gunther Frank, je ne suis pas très familier de ces auteurs.
Je prie de m'excuser. Je ne savais pas qu'ils avaient écrit sur la Chine ou qu'ils ont une position particulière. Wallenstein, Sur l'Asie en général. l'Asie, Mais ouais. quelle est la position qui serait à débattre dans le cadre de cette soirée comment pourrais-tu la résumer Disons qu'ils ont cherché de mener un travail interdisciplinaire parce que bon, il y a des historiens, des économistes, des sociologues, et donc Mais ils arrivent à quelle conclusion en gros? c'est encore un work in progress. D'accord. C'est-à-dire Bon. parce que, par exemple, dans le cas de Gunder Frank, malheureusement, il est mort, donc il a laissé pas mal de recherches. Donc après, bon, la théorie du système monde de Wallerstein, et ce qui a fait aussi Giovanni Arrighi, qui est malheureusement... Adam Smith, Ouais, À Pékin, oui. Ouais. Bon, ça c'est donc la question numéro 1, c'est que dire de ces, disons, ces analyses critiques de la situation, de l'évolution chinoise vers ou depuis le socialisme. bon, mon ignorance me rend modeste par rapport à votre question immense. Et puis je pense que c'est une immense question en même temps. Donc je vais presque la passer, je vous prie de m'excuser. Ce que j'ai compris d'Ariki, c'est quand même... Il faut être précis, voilà. En faisant ce bouquin, j'ai un peu pensé à lui. Je trouve que c'est un peu un journaleux, quoi. Je m'excuse d'être... je suis pas anti-journaliste, mais il a des idées, quoi, voilà. Il faut étudier la réalité comme un boeuf. Voilà, il faut être modeste. Voilà. Et en cela, je crois que je me différencie d'un type comme Marie. Voilà. Ça dit, il a des idées, hein, c'est pas... Mais je trouve que ces idées sont toujours un petit peu pas satisfaisantes. Voilà, c'est mon impression, parce que pas assez documentées. Voilà, mais je sais très peu de choses par rapport à l'intérêt, à l'immensité de votre question. Alors, il y a des milliardaires au parti, bah oui. Moi, je crois que c'est pour leur donner... Voilà, ces milliardaires, on leur dit, vous faites pas de politique, hein, vous êtes... on vous indique ce que vous pouvez faire. Mais en même temps, on a un contrat de long terme avec vous. Je pense que c'est une indication politique selon laquelle vous n'avez pas le pouvoir, mais on ne va pas quand même vous couper la tête dans 8 jours. Voilà, moi je comprends ça comme ça. Est-ce que c'est vécu comme une contradiction à l'intérieur des communistes, du Parti communiste chinois? Le fait qu'on a quand même des actionnaires, ce qui est caractéristique d'une économie qui ne peut en aucune manière prétendre être socialiste. Il ne peut pas y avoir d'actionnaires dans une économie socialiste. Alors ça, c'est-à-dire des gens qui ne produisent pas, mais qui accumulent. Oui, des gens comme Maillère. Non, mais je veux dire, n'importe quel actionnaire de n'importe quelle entreprise, sauf si ce sont un actionnariat d'usage, c'est-à-dire une coopérative. Une coopérative, évidemment, les actionnaires sont ceux qui bossent et qui produisent de la valeur. La notion d'actionnaire, en termes capitalistes, celui qui, par-dessus le marché, accumule, et c'est même lui qui accumule essentiellement, ça c'est la contradiction, je dirais, centrale. Est-ce que j'imagine, comme ils sont très compétents en matière de théorie économique marxiste, les érudits marxistes chinois, comme tu le rappelles à juste titre, nécessairement ils voient ça comme une contradiction. Quelle est la manière dont ils prétendent la dépasser? Je pense que c'est un petit peu la question qui vient d'être posée par le jeune homme. Oui. En tant que communiste et que marxiste. Alors, malheureusement, ça, ce genre de choses, je suis pas en... C'est une contradiction en procès, on va dire. Oui, non. Ouais, comme dirait Marx. À mon avis, bon, il y a une contradiction sociologique évidente, mais la solution qu'ils apportent, c'est la théorie des trois représentations ou des trois représentativités.
cette théorie est tellement merdique que quand on discute, voilà, c'est par ce biais qu'ils critiquent la chose. Ils vont pas dire ailleurs, c'est pas bien ça. Ils vont dire la théorie des trois représentations. Voilà. Et il faut s'en rester à ce voilà. Donc, on enregistre le et ensuite on glose là-dessus. Voilà. Et je pense pas que ça les enthousiasme, mais d'un autre côté, c'est moi, j'interprète ça comme un contrat de long terme. Voilà. On va pas vous. Voilà. Faites vos affaires. Enfin, voilà, travaillez. Soyez tranquille. Donnez-vous de la peine. Relax. Voilà. C'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça que j'interprète le. Un compromis provisoire, donc. Oui, mais provisoire de longue durée. Oui. Pardon, sachant, d'après ce que j'ai compris du bouquin, qu'ils interviennent dans des secteurs juteux, mais dans aucun secteur stratégique. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et donc, simplement, ça va changer. Change beaucoup. Ça va Parce que changer. Voilà. Avec l'intelligence artificielle, voilà. Là, il va y après, avoir des nouvelles questions. c'est la potentialité de la direction du parti. C'est pour ça que savoir le peuple ou pas le peuple, etc. Est-ce qu'il va se laisser bouffer dans les nouvelles technologies? C'est une question. Ou pas? Et là, effectivement, il pourra perdre. Pour l'instant, il maîtrise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, pour l'instant, il maîtrise, mais c'est une question. Voilà. Ça fait partie. Vraiment, ce pays est ouvert. Croyez maîtriser les contradictions Voilà. avec l'économie de marché socialiste, mais en fait, il a ouvert la boîte de Pandore des contradictions, et je crois que c'est ça la vie, mais en même temps, il doit faire face à toutes ces contradictions. Et ça, c'en est une. À mon avis... Je vais repasser la parole à Aymeric qui voulait poser une question. Moi, je voulais juste rebondir sur cet ensemble de questions pour dire... ma conclusion personnelle, c'est que effectivement, on voit bien la contradiction. Elle n'est pas du tout au fait qu'il y a un marché, évidemment. Ça faut être cucul à praline pour croire que le capitalisme, c'est le productivisme ou la productivité, ou c'est le marché. Non, c'est complètement idiot. Dans n'importe quel système, n'importe quelle organisation de n'importe quelle économie dans l'histoire, il y a nécessairement, elle a pour objet de produire, et comme elle a objet de partager, d'échanger, il y a forcément un marché. Donc la manière dont tout ça s'est maîtrisé dans le cadre actuel, comme tu le dis, est plutôt satisfaisant dans la logique chinoise. Mais la vraie contradiction, elle est derrière, évidemment, c'est celle qui vient d'être soulevée, et dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'on a quand même le résultat des courses, c'est qu'on a quand même de l'accumulation. On a non seulement des capitalistes, mais des vrais capitalistes, c'est-à-dire accumulateurs, y compris massivement, avec des inégalités assez considérables. Et cette contradiction-là, dans ce procès-là, eh ben, ça continue d'être une contradiction en procès, comme je le disais à l'instant, pour reprendre la terminologie canonique de Marx, et dont ils n'ont pas pour l'instant la solution, mais ils avancent, quoi. Ils avancent, et d'autant que ces capitalistes ne sont pas des sots, sont des gens intelligents, sont des ingénieurs. L'inventeur de Alipay, là, il a mis en place un système de paiement qui les Chinois adorent, et ils n'ont pas besoin d'emmener de l'argent, ils ont leur téléphone mobile et ils payent toutes leurs courses. Comme c'est un peuple qui adore la technique, tout ça, ça leur plaît beaucoup. Vous parlez du système de santé. Et alors le système de santé, là j'en parle, ces gens sont très novateurs, c'est pas des cons. Et justement dans les boîtes publiques, c'est une question que je me suis posée. Je me dis, mais comment se fait-il que dans les entreprises publiques, il n'y a pas des gens qui innovent de cette manière? J'ai trouvé une innovation. Il y a un mec d'entreprise publique, un ingénieur, qui a imaginé que la route de la soie pouvait être doublée par une route de l'électricité ou des connexions électriques mondiales. Bon, je ne rends pas bien compte de ce projet, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de gens inventeurs. C'est ça aussi un des paradoxes. Une petite réserve sur l'intérêt social, la valeur sociale utile de ce genre d'innovation, entre parenthèses. Payer avec son smartphone, je ne suis pas sûr que, je veux dire, d'un point de vue... Ah oui, non, mais
Parce que tout ça, c'est des innovations qui portent sur la consommation. Hein. Oui, attention, il n'y a rien en termes de production. C'est pas sur la production. Toutes ces innovations, y compris celles des fameux GAFA et autres, sont des nouveaux modes, non pas de production, n'améliorent pas du tout la productivité, l'efficacité ou autre de la production des biens vraiment nécessaires, mais améliorent le confort du consommateur. Là, on va en revenir à la critique clouscardienne. Hein. Alors, le caractère d'innovation de tout ça est extrêmement contestable d'un point de vue de la logique sociale. Moi, j'interprète l'intervention de M. Delaunay en disant c'est peut-être le cheval de Troie, pour aller dans votre sens, absolument, dans lequel le capitalisme revient par la bande sur des choses qui ne sont pas fondamentales. S'ils font la même chose aux États-Unis, voilà, entre parenthèses. Exactement. Là-dessus, on va passer la parole à Aymeric qui voulait poser une question. Simplement, si ça peut permettre à Jean-Claude de respirer avant la question sur Mylène Gollard, parce que je sais qu'il la doit au public, la réponse. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans son exposé, outre toutes les remarques sur l'économie sur lesquelles j'ai peu de compétences. C'est ce à quoi faisait allusion Jean-Claude à propos de la pensée chinoise et de la dialectique, du mot qui revient tout le temps dans nos discussions d'ailleurs, qui peut-être résume la Chine actuelle, c'est le mot contradiction, et donc évidemment du texte de Mao, de la contradiction, et des rapports avec la pensée chinoise. Je voulais préciser que ça fait l'objet de débats absolument gigantesques au sein du Parti communiste. Là, récemment vient de paraître la correspondance de Sèvres et d'Althusser, puisque Althusser avait voulu refonder carrément la dialectique sur le texte de Mao de la contradiction. Mais Althusser conchiait la dialectique, alors c'était problématique. C'est problématique pour lui, d'où les résultats que nous connaissons. Justement, tu sautes en conclusion, voilà. Mais ça, c'est le Althusser du Lire le Capital et pour Marx. Hein, ce que je voulais dire, c'est que la pensée chinoise était une chance pour la dialectique, de même que Héraclite. Ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est que la chance de la philosophie occidentale, hein, qui n'est pas sans mérite, ça a été aussi de l'interdire brutalement. C'est le livre Gamma de la métaphysique d'Aristote, qui en plus nous permet d'avoir des documents sur la pensée dialectique qui lui étaient antérieurs. Non pas parce que la vie ne serait pas dialectique, non pas parce qu'il n'y aurait pas de dialectique de la nature, hein, c'est absolument pas mon point de vue, mais parce que la logique formelle a sa légitimité. Hegel n'a jamais remis en cause la logique formelle. La dialectique est la pensée qui permet de dépasser certaines apories de l'entendement pour entrer dans la raison. Ce qui a été problématique avec Mao Tse-tung, enfin, je mets à part ses qualités et mérites en tant que dirigeant qui, à mon avis, sont beaucoup plus grandes qu'on ne le dit, ne serait-ce que parce qu'il a sorti un peuple de la misère et de l'exploitation et de l'esclavagisme. Ça, je mets à part Mao. Mais le Mao philosophe qu'on a mis en exergue, un peu comme du temps du culte de la personnalité, mais c'est aussi les textes de Staline ou attribués à Staline en exergue, pose certains problèmes philosophiques qui ont été remarqués. Enfin, on a un devoir de les critiquer. C'est-à-dire que la pensée de Mao, pour moi, son grand mérite, c'est d'avoir fait ce que Cicéron a fait avec le vocabulaire grec de la philosophie, c'est d'avoir traduit en latin, c'est-à-dire un rôle de passeur, qui est pionnier, c'est-à-dire avoir commencé à comprendre un certain nombre de concepts marxistes et avoir essayé de les traduire en chinois. Et d'ailleurs, beaucoup de commentateurs ont noté le fait que, quand il parle de contradiction, il ne parle jamais de yin-yang, mais il parle de Mao Tun, qui veut dire lance-bouclier, c'est ça ce que veut dire le mot contradiction pour Mao. Donc c'est une manière d'appréhender le marxisme, c'est assez fantastique, mais c'est pionnier. Simplement, voilà, c'est là où j'en viens à ma question, parce que ça naît à mon avis d'une certaine appréhension, c'est que Marx est à un aboutissement de la philosophie occidentale. Le même disciple de Hegel est lui-même étayé par 2000 ans quand même de pensée occidentale. Et quand on est marxiste, il faut prendre le tout. Il y a un package, il y a un bagage. Un système. C'est tout un système qui... Et il me semble que les Chinois, je suis absolument persuadé qu'ils étudient le marxisme, on le voit dans ce livre, dans ses contradictions économiques, la lecture du Capital. Il me semble, parce qu'à chaque fois j'ai discuté avec des dirigeants chinois, enfin tous les gens que j'ai pu avoir la chance de rencontrer, je n'ai jamais eu une définition précise de ce qu'ils entendaient par marxisme, d'un point de vue philosophique. Moi, ce qui m'intéresse, je sais bien que c'est mutilant, que c'est pas être marxiste que de découper le marxisme en philosophie et économie, mais j'ai toujours l'impression qu'il y avait un travail, un passage qui n'était pas totalement achevé
Et le problème justement de Mao, c'est que d'un seul coup on passe d'une contradiction première à une contradiction seconde, une contradiction antagonique devient une contradiction non antagonique. C'est-à-dire qu'on peut faire dire à la dialectique un peu n'importe quoi, comme on le faisait justement sous Staline avec ses fameuses lois de la dialectique, où Staline vous dit d'un seul coup la nature fait des sauts. Être révolutionnaire, c'est privilégier les sauts parce que l'eau bout à 100 degrés. Et puis après, il va vous dire dans son livre sur la linguistique, ah ben non, finalement, il y a des évolutions graduelles. Oui, parce qu'effectivement, l'eau, elle peut aussi s'évaporer. Mais bien sûr, tout ça sont des processus qu'on peut qualifier de dialectiques, mais simplement le fait que l'eau s'évapore ou que l'eau bout, on ne peut que le constater. On ne peut pas en faire un outil de prédiction. Et donc cette espèce de rapport un peu magique à la dialectique, on avait connu ça depuis Héraclite, mais heureusement qu'on a eu une cure d'anti-dialecticité grâce à Aristote qui a sevré en fait cette dialectique populaire. Le génie de Hegel est de refaire la science de la logique, mais qui est une synthèse de tout ça. Et il me semble que pour que les Chinois s'emparent, et heureusement qu'ils s'en emparent du marxisme, bien sûr qu'ils s'en emparent, peut-être beaucoup mieux que nous, qui restons justement précisément dans une pensée métaphysique, et qui sont pour crouler dans nos propres contradictions économiques. Mais il me semble qu'il y a un passage qui reste à faire, c'est-à-dire vraiment la traduction de concepts philosophiques en chinois. Et moi, ce qui m'étonne toujours, parce que moi je demande que ça en tant qu'éditeur, c'est qu'on me donne des gens à traduire qui s'intéressent au marxisme, ne serait-ce qu'il aurait traduit en anglais, comme ça on pourrait voir au moins ce qui se passe. Je vois des analystes marxistes, économistes, des gens qui réfléchissent sur l'ensemble du capital, et c'est absolument brillant, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu le rapport aux marxistes qu'avaient les gens de la social-démocratie allemande. C'est-à-dire, il y a le capital, c'est magnifique, les contradictions, ils en tirent. Et on plaque ce qu'on sait en notre philosophie à nous, la philosophie de l'heure du temps. Alors pour les Allemands, c'était ou le positivisme ou le néokantisme. Mais il n'y a pas de philosophie marxiste, il n'y a pas de Weltanschauung marxiste, il n'y a pas de... Par exemple, les manuscrits de 44... Quelle est la question pour les Chinois? Non, voilà, voilà, ma question, c'est simplement une hypothèse. Voilà, est-ce que le fait même qu'il parle de dictature du peuple, de dictature du prolétariat, est-ce qu'on est vraiment sûr est-ce qu'il y a vraiment un corpus qui permet de vraiment traduire mot à mot est-ce que c'est étayé par exemple? Il me semble de t'avoir répondu tout à l'heure. Il a des doutes sur l'intégration du marxisme chez les Chinois. Y compris sur ce qui sont les sous-bassements du marxisme, c'est quand même l'idéalisme allemand, et donc ses prédécesseurs. Est-ce que tout ça est bien étudié en Chine? Voilà, c'est ma question. Est-ce que... Oui, bon. Je te laisse répondre. Je vais dire un mot sur Mylène Collard. Oui, voilà. D'abord. Alors, moi j'ai lu le bouquin de Mylène. Je dis Mylène parce que je la connais pas personnellement, mais c'est une collègue, si je puis dire. Et en plus, dans la revue que j'ai l'honneur auquel je participe, elle a publié un article. Donc, je n'ai pas le sentiment d'être hostile à ces publications. Mais je la trouve un peu systématique, quoi. Elle veut montrer à tout prix que la Chine, c'est le capitalisme, que... Tu la trouves peut-être, et à juste titre, un peu trotskiste. Elle est trotskiste, mais... Bon, mais elle est... Quand elle a su ma faible dilection pour le trotskisme, alors que je l'avais invitée ici, finalement, elle n'est pas venue. Moi, je m'en fous qu'elle soit trotskiste, mais j'aimerais qu'elle voit les choses de manière plus nuancée. Voilà. Elle n'est pas nuancée, elle ne cite que des auteurs trotskistes, et les gens qu'elle cite, elle ne les cite pas correctement. Moi, j'ai rencontré un trotskiste... syndicaliste. Mais peut-être sur ses thèses. Oui, sur sa thèse principale. Parce que bon, à la limite, le reste... Alors, c'est le capitalisme, et la preuve, c'est qu'il y a des inégalités croissantes en Chine. C'est le cœur, à mon avis, de son bouquin. C'est la croissance des inégalités, avec d'ailleurs un propos, je n'ai plus en tête ce bouquin, mais quand même, je vous invite à voir au début de ce qu'elle raconte là-dessus. C'est la croissance des inégalités. Pour reprendre la question qui a été très clairement exprimée, c'est aussi la perspective d'une crise lourde. Ah oui, oui. De type des crises cycliques du capitalisme classique. Oui. C'est surtout ça, sa thèse centrale. Hein. Je peux peut-être me permettre de préciser, parce que c'est vrai que si j'ai parlé de crise capitaliste, ça reste encore peut-être un peu ambigu. Et qui plus est, si on rappelle un peu les origines aussi intellectuelles de Mylène Collard, elle est effectivement trotskiste, et moi je suis pas... J'ai un
moi j'ai un gros problème avec le trotskisme. Nous tous ici, rassure-toi, c'est pas le problème ça. C'est vraiment ce qui est très intéressant dans ce qu'elle écrit, c'est sur l'analyse de l'accumulation du capital, pour le coup, et aussi de la baisse tendancielle et taux de profit qui y a derrière, et même très généralement de la crise de suraccumulation, qui est en fait le phénomène propre de toute économie capitaliste, et ça, il n'y a pas besoin d'être absolument. Bon, c'est une analyse qui, pour le coup, est économiquement, entre guillemets, économiquement pure, parce que vraiment, elle s'appuie sur des données statistiques. Bon, le bouquin date un petit peu, et moi, quand j'ai travaillé sur la question de la bulle immobilière, je me suis intéressé au Bureau national des statistiques en Chine, qui produit des informations très très précises et vraiment récentes. Et ils sont incapables de juguler cette crise. Et en fait, à un moment donné, et bon, j'ai pas envie de partir trop loin, mais les nouvelles routes de la soie, le discours de Xi Jinping aux Africains, moi je le vois comme un moyen pour la Chine de refourguer les téléphones, l'acier, le ciment, etc., qu'elle n'arrive plus à faire installer... un problème de circulation de la marchandise. Voilà, une crise capitaliste classique. Absolument. Qui ne donne pas lieu à un impérialisme comme stade suprême du capitalisme et comme guerre ou comme destruction du capital, comme on avait vu à l'époque pour nous, parce que la Chine a d'autres manières va avoir d'autres tendances, mais on retrouve quand même une façon, dans ce que la Chine fait dans le monde aujourd'hui, une forme de reproduction quasiment égale à celle qu'on a eue, nous, au tout début du siècle, en fait. Et on est vraiment à 100 ans d'écart, avec un processus qui en Chine, aujourd'hui, atteint des contradictions internes. C'est plus qu'évident. Oui. Voilà, je pense que quand j'avais lu son livre, à Mylène Gola, etc., je partage à la fois les réserves du jeune homme et l'intérêt pour le bien fondé, ou en tout cas l'intérêt de cette critique, et le fait qu'elle était construite pas sur simplement des élucubrations trotskistes ou des statistiques à la mort moelle-neu, etc., ou de la macroéconomie à la manière des universitaires comme Aglietta et compagnie. Donc là, il y a une critique valide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu de recul, puisque le livre, si je me souviens bien, date de 3-4 ans ou 5 ans 5 ans, oui, je sais plus, et que des choses se sont produites depuis. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette problématique, c'est-à-dire le fait que, conformément à sa thèse, si on s'en tient à sa thèse, on va pas la détailler, on en a assez parlé, eh bien, l'organisation économique, le rapport de production, l'organisation de la production en Chine, du fait de son caractère éminemment capitaliste, l'expose aux crises classiques parfaitement décrites canoniquement par Marx, qu'on assistait à l'époque où elle avait écrit son livre à l'ébauche de ce type de crise, notamment au niveau immobilier, et que parce que son analyse part de la problématique de baisse tendancielle du taux de profit, effectivement, elle était d'argumenter sur des faits qui méritent d'être débattus. Donc, on ne va pas reprendre tout le truc, mais qu'est-ce que, de ton point de vue, 5 ou 6 ans après, et à la lumière de ton expérience sur place, tu pourrais dire en regard de ce type de critique? Oui. J'ai un chapitre consacré à la suraccumulation du capital en Chine. Ça m'a semblé normal d'étudier ça, parce qu'il y a un développement, on dit, les Chinois disent il faut développer le marché, il y a des phénomènes de surcapacité, et je me suis posé la question, est-ce que ces phénomènes de surcapacité peuvent être analysés de la même manière que la surcapacité ou la suraccumulation du capital, tel que Marx l'étudie. Voilà. Donc j'ai essayé de prendre le problème de fond. Je ne pense pas l'avoir pris de la même manière que Mylène Gola, parce qu'elle elle transcrit, c'est le capitalisme, donc c'est les mêmes mécanismes. Oui. Non, ce n'est pas les mêmes mécanismes. Alors c'est là qu'il faut rentrer dans le détail. Il y a des raisons qui permettent de comprendre qu'il y ait des phénomènes de suraccumulation structurels, hein,
Mais ce ne sont pas des phénomènes qui sont semblables à ceux de l'accumulation du capital, parce que l'accumulation du capital crée la suraccumulation sur la base d'une économie décentralisée. Décentralisée. C'est-à-dire c'est les entreprises qui, au plan microéconomique, mettent en œuvre des actions et des décisions qui conduisent à ce que, au plan global, macroéconomique, il y ait suraccumulation. Le fonctionnement de l'économie chinoise n'est pas de ce type. Et moi, je vois deux éléments qui, justement, contredisent les processus capitalistes. C'est premièrement la gestion de la monnaie par les Chinois. La monnaie n'est pas une valeur qu'ils vont adorer. Hein. Ici, la monnaie, c'est important, c'est de la valeur. Donc on ne va pas dévaloriser la monnaie comme ça. Les Chinois, à mon avis, implicitement, acceptent par leurs investissements que la monnaie soit dévalorisée. S'il y a dévalorisation de la monnaie, il y a en même temps, dévalorisation du capital, et donc la baisse tendancielle du taux de profit est annulée. Donc pour eux, la monnaie, c'est pas un dieu, et ils en acceptent la déflation. Ça veut dire que c'est la population, d'ailleurs, qui paye. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Deuxièmement, alors, ils ont une stratégie internationale. Alors, toi, tu l'analyses comme, finalement, ils fourguent leur surplus dans la route de la soie et tout ça. Je pense que c'est un peu rapide, quand même. Oui, il a grossi le trait, mais il faut répondre quand même à la question. C'est un des aspects. Je pense que la lutte contre la suraccumulation du capital suppose de créer des revenus qui vont permettre l'écoulement des excès de capital, ou alors ils interviennent directement en supprimant des entreprises dans des secteurs, par exemple en ce moment dans le secteur de la sidérurgie, au lieu que ce soit la crise qui fasse sauter les entreprises et sélectionne les plus grosses, c'est eux qui décident tel. Ou bien ils vont ils vont restructurer les secteurs. Voilà. Donc moi j'ai une approche de ces phénomènes qui existent, différentes de Mylène, qui à mon avis calque trop ce que lui enseigne le Capital de Marx sur la vie de la Chine, parce qu'elle a quand même un a priori. Voilà. Oui, c'est exactement, tu l'as bien écrit, elle part d'une thèse qu'elle essaie de démontrer. Oui. Bon, mais il y a quand même un aspect que je suis surpris que tu n'aies pas évoqué, puisque tu as évoqué la manière dont, sur le plan du marché, de la circulation de la marchandise et de la production, l'organisation chinoise a fait ses preuves. C'est moins qu'on puisse dire. Et là, ce à quoi, et tu as rappelé qu'il y avait quand même une tension, pour ne pas dire une contradiction ou une dialectique, entre l'économie planifiée, disons sur le mode soviétique, bien que à l'époque gaulliste, on était aussi dans une économie planifiée, tout ce qu'il y a de plus capitaliste en France, donc une économie planifiée pour évaluer les besoins du peuple, confrontés au dynamisme du marché spontané privé. Or, ce à quoi nous assistons, contrairement à ce que voit Mylène Gollard, qui en réalité est une économiste universitaire, donc il n'a aucune idée des réalités de l'économie concrète, ça paraît un peu brutal ce que je dis, mais les habitués de la librairie savent pourquoi je dis ça, fait une confusion. Il y a un aspect de crise financière et un aspect de crise liée au marché. Alors évidemment, le b.a.-ba de la théorie de Marx, je ne vais pas vous l'infliger, c'est qu'évidemment il y a un écart entre le débouché et que c'est toujours des crises de surproduction. Mais là, c'est pas tout à fait ça. D'après ce que j'ai compris, et là je te rends la parole, si j'ai bien compris la manière de compromis, on a parlé du compromis au niveau de la propriété de l'entreprise et de la possibilité d'accumuler, il y a aussi un compromis dans la manière de satisfaire les besoins du peuple, comme tu dis, et donc de correspondre aux besoins du marché malgré tout. Et là, il serait pris en défaut, parce que s'il y a surplus, supposément, c'est une des thèses les plus, je parle sous votre contrôle, à tous qui avaient plus attentivement regardé ça que moi, parce que justement trop orienté vers l'exportation, pour dire les choses simples, au détriment du marché intérieur,
C'est ce qui expliquerait le type de déséquilibre classique, qui ne sont pas des déséquilibres financiers, contrairement à ce qu'elle essaie d'expliquer, et qui ne débouchent pas nécessairement sur des crises financières, du moins de la nature de celles qu'elle évoque, y compris celles sur l'immobilier, mais qui sont des crises de débouchés, évidemment. Donc, est-ce que ce qui n'est pas mis en cause, c'est justement l'équilibre entre et la maîtrise du Parti communiste, donc la dictature du peuple par son avant-garde, sur justement l'organisation non pas tant du marché en tant que tel, non pas tant de la production en tant que telle, mais du rapport entre les deux. Donc du rapport entre la production et la circulation de la marchandise, pas du capital. Oui, mais cette contradiction, je pense qu'ils la reconnaissent. Et comment ils y font face? À l'heure actuelle, semble-t-il, c'est l'augmentation des salaires, très importante. Du coup, les capitalistes se disent, mais la Chine est plus intéressante. Un développement, donc, de la demande. Développement de la demande, oui. Un salarié, les salaires ont... Depuis 2008, là, quand les gens sautaient par la fenêtre, se suicidaient à Shenzhen, là, dans l'entreprise taïwanaise. Ils se suicidaient pourquoi? Ben parce qu'ils avaient des conditions de travail effroyables. Effroyables. Et alors voilà, c'est les contradictions. Tiens, justement, les Chinois disent il faut que les capitaux étrangers arrivent. Alors voilà, donc les capitaux étrangers arrivent. Et le parti a dit il faut que les capitaux étrangers arrivent. Alors, le secrétaire du parti, il ne va pas embêter le capitaliste qui arrive, puisque le parti a dit qu'il faut que les capitaux arrivent. Voilà. Et donc, à un moment donné, les capitaux taïwanais avaient... C'était des dortoirs, alors là, où les gens travaillaient du soir au matin, allaient dormir, retravailler, etc. C'est épouvantable, c'était épouvantable. Ça a conduit à une vingtaine de suicides au moins. Et là encore, si tu veux, c'est des remarques qu'on peut faire. Les gens du parti et puis du syndicat sont oui, un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, excuse-moi, je t'interromps. Non, mais comme depuis, la classe ouvrière s'est développée, évidemment, en Chine, et s'est organisée, avec des syndicats. Évidemment, noyautés, pour ne pas dire autre chose, par le Parti communiste. Néanmoins, ils sont organisés, il y a une protestation, il y a une lutte des classes. Oui, il y a une lutte des classes, évidemment. C'est clair. Mais si tu veux, nous, on a derrière nous 2 siècles de lutte de classe. Et même davantage. Et même davantage. Bien davantage, je dirais Marx. Si tu veux, oui, même davantage, tu as raison. Depuis les guildes, ça chauffait dans les corporations. Ça n'est pas rien. Il n'y a pas ce système de corporation en Chine. Si tu veux, la classe ouvrière est vraiment quelque chose de neuf. Elle est en même temps très féminisée, c'est-à-dire que les femmes ouvrières, on ne va pas être à la pointe de la révolution. Bon, contrairement à ce que laisserait supposer l'iconographie de la grande révolution culturelle. Ouais, non, ça, où les femmes sont très présentes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Oui, on était parti sur la question, Mylène Gollard. Donc ta conclusion du bien fondé de ces objections. Moi, je crois que ces objections sont un schéma qu'elle a en tête a priori. Voilà. Et sur l'observation, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, de manière observable, des contradictions et des défaillances de l'organisation. Mais, en gros, alors ce que je crois comprendre, c'est que ces dirigeants sont quand même conscients de ces contradictions, et la raison, disons la raison que je donne, c'est que ce sont des gens qui veulent construire la nation chinoise. Le socialisme, d'une certaine manière, on verra. Mais la nation chinoise,
on va la construire et on la construit. C'est Et ce que on peut rappelait pas- le jeune homme, le peuple et la nation. N'en déplaise à toute une série de gens que nous connaissons, le peuple et la nation, c'est parfaitement homogène. Alors le peuple, la nation, c'est parfaitement homogène et je vois pas de contradiction entre la construction du peuple, de la nation et le socialisme. Surtout dans un pays qui était complètement ratatiné, appauvri et sans rien. Ça me paraît une bonne conclusion, sauf s'il y a une question, je vous en prie. Juste une question. Excusez-moi. C'est juste Vous l'avez traité là. parler de la corruption. Oui, vous l'avez traité Alors, sur l'aspect c'est quoi là? C'est quoi la corruption? Est-ce que c'est lié à la demande qui est insuffisante? La corruption? Oui. C'est quoi la corruption? Est-ce que c'est lié au manque de produits? Comment ça se manifeste? Est-ce que ça touche le parti? Ah oui. Et comment c'est combattu? Ça veut dire quoi surtout? C'est clair comme question. Alors, Oui, est-ce que non, tu c'est- peux répondre à ça? Alors, je ne sais pas si je peux répondre, mais j'en ai longuement traité dans le bouquin. Oui, il va falloir lire le livre. Oui. Alors, je pense aux intérêts marchands. Oh, surtout les tiens, hein, Amis. et ceux de l'éditeur. Enfin, c'est des intérêts collectifs. hein, Il n'y a pas de que nous contradiction là. Il n'y a aucune Non contradiction, ni antagoniste. primaire, ni secondaire, et encore moins antagoniste. Alors, il semble que voilà, la corruption, c'est un vieux truc dans tous les pays en voie de développement, mais notamment en Chine. J'ai esquissé un élément d'explication qui relie cette situation au mode de production asiatique, en disant que le mode de production asiatique n'avait pas de système juridique. Il y a un système criminel juridiquement parce que l'empereur est en relation avec le ciel et il est gardien de l'équilibre entre le ciel et la terre. Et les criminels sont des gens qui rompent l'équilibre. Et on observe que en Chine, le droit le plus achevé était le droit criminel. Donc on avait une description très précise des punitions de peine de mort et comment les exécuter, soit avec des bambous trempés dans Les l'huile. fameux supplices chinois. Voilà. Il y a un roman de Mayan d'ailleurs sur ce truc-là. Donc le droit criminel, mais le droit des affaires, le droit des contrats, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait des contrats, mais il n'y avait pas de droit. C'est À l'inverse du droit romain, entre parenthèses, au passage. Alors, oui, le droit romain était très développé de ce point de vue. Donc les Chinois avaient cependant des problèmes à régler. Et ils réglaient les problèmes selon des relations de proximité. Et les relations de proximité sont des relations asymétriques, et ce sont aussi des relations que l'on peut faire varier en mettant un petit peu d'argent dans la relation. Voilà. Et donc je dis que, à l'heure actuelle, la lutte contre la corruption, elle prend appui sur, elle a un fondement de lutte contre le système très ancien des relations quasiment interpersonnelles qui réglaient les problèmes de la société. Ça, c'est l'ancien. Et cette corruption-là, alors on la retrouve dans des romans, comment c'est, le rêve de la Maison Rouge, Le pavillon. Onglumen. Bon, bref, on mettra sur la vidéo. Je mettrai sur la vidéo. Oui. Oui, c'est le rêve du pavillon rouge. Donc on trouve là, j'ai cité ça, c'est intéressant. Mais c'était une petite corruption. Cela dit, c'est dans les esprits. Je crois dire, alors je ne sais pas si on peut dire ça, mais les Chinois aiment l'argent. Voilà. Ils se foutent du pouvoir, mais ils aiment l'argent. Alors je ne sais pas si c'est une caractéristique. C'est aussi dans Au bord de l'eau, dont on parlait tout à l'heure. Au bord de l'eau, c'est plus rigolo à lire que le rêve. C'est peut-être plus joli le rêve, mais plus marrant. Alors ils aiment l'argent. Ils sont sans complexe devant l'argent. Il paraît que les catholiques n'aiment pas, enfin, ont des complexes
Mais les Chinois ne sont pas catholiques de ce point de vue. Et le développement industriel a apporté des quantités industrielles d'argent. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ces gens, je m'excuse de dire ça, la société se construit. La société chinoise, elle est structurée sur des familles, sur des clans, sur des villages. Il n'y a pas de sens de la société. Donc si j'accumule de l'argent, c'est pour ma famille. Et que ça nuise à la société, je n'en ai pas le sens très précis. Je crois que ce sont des choses aussi simples et fondamentales que ça, auxquelles il faut réfléchir. Et donc ces gens qui voient passer des milliards tout d'un coup devant eux, c'est des affaires de famille. D'ailleurs, Wen Jiabao, on l'a accusé d'avoir fait ça, et c'est sa mère qui devait le faire parler et qui a pris l'argent. C'est un truc. Vous voyez, il y avait un délit d'initié implicite, et le Wen Jiabao, qui était Premier ministre de Hu Jintao, s'est fait piéger par sa maman. Bon. Mais ça ne répond pas à ta question. La question, c'est, à un moment donné, il y a eu de grosses sommes. C'est donc les années 90, à la fin des années 90. Hu Jintao, Jiang Zemin, homme de Shanghai, développement de la corruption. Hu Jintao, qui vient après, pense les plaies du développement, mais n'intervient que très mollement sur la corruption. Et je pense que Xi Jinping se rend compte que si le Parti communiste est corrompu, si les élites militaires sont corrompues, si les maires des villes sont corrompus, la Chine va vers la catastrophe. Donc, alors là, va vers le capitalisme. C'est tout à fait vraisemblable. Et donc, il y a une intervention. Va vers l'implosion de la nation. De la nation-peuple. Et en plus, le peuple, il est pas fou, hein. Et il y a une intuition. Xi Jinping est très populaire. Très populaire. Donc, il y a une action. Alors, la dictature du peuple, qu'est-ce que c'est en l'occurrence? Il y a une commission d'enquête. Il y a un noyau d'enquêteurs. Il y a un système de relations téléphoniques qui marche avec la population. Les gens font de la délation, mais après tout, pourquoi pas. Et il y a un système de tribunal qui est inflexible. Et les contacts, alors là, c'est mon truc personnel, si vous voulez, les contacts que j'ai avec les hommes de loi, les lawyers, les avocats. D'abord, les avocats commencent à moins pratiquer la corruption. Et ils me disent, les juges ont la trouille. Voilà. Avant, pour régler un procès criminel, vous savez combien ça coûtait. Maintenant, ils commencent à serrer les fesses. J'espère que, voilà, il n'y a pas de socialisme avec un parti communiste corrompu, c'est pas possible. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. L'action est réelle. Et j'ai eu l'occasion de le dire, même les gens à la retraite, qui avant, au temps de Hu Jintao, croyaient qu'ils étaient à l'abri, sont maintenant passibles de prison à vie. Voilà. Il y a eu quelques gens âgés qui ont été retrouvés, repêchés, et des gros poissons. Hein. Il ne s'agit pas comme ils disent, d'attraper seulement les mouches, il faut attraper aussi les tigres, et les tigres, ils font la gueule. Hein. Mais ils serrent les fesses, ils font la gueule, et il n'y a pas d'autre moyen que d'intervenir de façon dictatoriale. Voilà. Absolument. C'est la dictature du peuple, c'est ça. Voilà. Imaginez qu'on fasse ça en France à l'heure actuelle, les prisons se gonfleraient, certainement, d'un certain nombre d'individus. Voilà. Et ça serait indispensable. Mais ce serait insupportablement totalitaire. Ah, ça, bon, donc, merci, bravo. Merci, bravo. Comme